Bonjour à tous pour les rencontres du festival Regard Noir de Niort, désormais en ligne, en diffusé en podcast que vous pouvez regarder. Je suis ce midi avec Rebecca D'Outremer. Rebecca D'Outremer, une illustratrice reconnue, virtuose, osons le mot, qui a dernièrement créé tout l'univers autour de Hieronymus Gainsborough, un lapin assez extraordinaire et un livre que tout amoureux du livre doit pouvoir feuilleter, qui est Midi Pile, un vrai chef-d'œuvre d'objets, en fait, d'objets littéraires et d'images. Et nous allons parler aujourd'hui d'un travail aussi somptueux qu'elle a réalisé, qui est l'illustration complète du livre de John Steinbeck, Des souris et des hommes, monument de la littérature américaine, un roman court et magnifique, l'histoire de deux ouvriers agricoles, George Minton et Lenny Small, pendant la Grande Dépression aux États-Unis, qui ont fui un ranch et qui vont travailler dans un autre. Et, c'est l'histoire d'un cauchemar, c'est l'histoire d'un piège, c'est l'histoire c'est une chronique d'une mort annoncée finalement quand on lit ce livre. Mais c'est un petit livre extrêmement concentré, et Rebecca en a fait un livre extrêmement généreux de 428 planches exactement, et qu'elle a fait, c'est très précis parce qu'à la fin du livre, c'est détaillé, donc de avril 2019 à août 2020. Et c'est une tragédie, c'est un drame social, et c'est comme toujours chez Steinbeck, un conte historique, une fable mais sans moralité, qui va traiter de thèmes universels, même si on est dans l'univers de la Grande Dépression, qui sont la peur, la solitude, la méchanceté, la question de l'innocence et de la justice, la question de la fragilité de la vie et de la mort, et un livre qui est toujours d'actualité et qui se lit encore aujourd'hui. Rebecca D'Outremer, comment est venu le choix de ce livre ? C'est difficile de se souvenir finalement comment on a abouti à ce choix. Déjà, c'est un choix de partenariat avec la maison d'édition, les éditeurs de Tichina, qui ont publié le livre. On avait déjà travaillé ensemble sur le roman d'Alessandro Baricco qui s'appelle Soi, avec cette proposition d'illustrer des romans, le texte intégral de romans destinés aux adultes et non pas comme je l'ai fait souvent aux enfants. Donc on était à la recherche d'un nouveau projet. En se demandant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui, si j'ose dire, mériterait qu'on mette en image, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en image et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choix de texte. Donc c'était un de nos critères qui soit déjà un texte très connu en fait, voire un texte mythique, parce que c'est intéressant de s'attaquer à des grands mythes comme ça de littérature. Et alors, il y avait des critères techniques qui orientaient notre choix, notamment la longueur du roman, puisque moi, j'avais d'emblée, avant même de commencer sur ce livre-là spécifiquement, l'envie de faire un livre très illustré, comme vous l'avez dit. Et donc, tout en ayant le principe donc, de garder le texte intégral. Et donc la proportion texte-image, si je voulais qu'elle reste celle que j'avais décidée, donc très favorable à l'image, faisait qu'il ne fallait pas que j'ai un texte trop long. C'est une question de proportion. Si j'étais partie sur un roman de 800 pages, il m'aurait fallu faire 2000 pages d'images pour regarder cette proportion, et ça aurait été peut-être tout simplement impossible. Donc voilà, ça c'est peut-être pas les critères les plus intéressants, mais il n'empêche que ça a orienté notre choix au départ. Et puis je ne sais pas comment on est arrivé au Steinbeck et aux souris et aux hommes, mais ça nous a paru, je crois que les éditeurs de leur côté avaient ce titre-là dans leur liste de projets. Et puis moi, quand j'y ai pensé, parce que c'est un roman que je connais bien, parce que je l'ai lu aussi 15 fois dans mon adolescence, qui m'avait tellement frappée, je me suis dit, mais c'est ça, c'est vraiment le roman qu'il faut. Et plus, voilà, quand donc ce texte-là est arrivé parmi la courte liste des projets
qu'on avait envie de développer. Et quand je me suis penchée vraiment sur le roman, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu tout ce que vous avez dit. D'abord, des grands espaces, la nature, des personnages avec des gueules fracassées, des trognes en fait. Beaucoup de choses savoureuses pour le dessinateur. Du sang, de la sensualité, de la tension érotique, des animaux, de l'espace, et puis les grands espaces américains. Puis l'époque aussi, des années 30, qui est très savoureuse à mettre en image. Enfin, chacun ses goûts, mais pour moi, c'était un atout. Donc voilà, en me penchant davantage sur le roman lui-même, je me suis dit, oui, ça va être un plaisir de mettre ça en image. Voilà un peu comment c'est arrivé. C'est pas un choix qui date d'il y a 20 ans. Il y a eu une recherche. Alors, il faut souligner que donc, c'est un roman illustré. L'intégralité du texte de Steinbeck est dans ce livre. On n'est pas dans un processus d'adaptation. On est dans un processus d'appropriation de la matière littéraire pour en faire une matière visuelle. Comment fait-on pour transformer une matière littéraire en image? Alors c'est vrai que c'est une proposition, je pense, relativement originale, puisque comme vous le disiez, il y a beaucoup de romans, même énormément de romans qui sont adaptés en bande dessinée ou en roman graphique. Et souvent, il y a une réécriture du texte, évidemment, pour l'adaptation au principe graphique de la bande dessinée, ou même une réadaptation ou un choix des coupes dans le scénario. Enfin, il y a des réadaptations qui sont très fortes. Et nous, on a fait exactement le choix inverse, c'est de ne pas enlever une virgule du texte. C'est vraiment le roman intégral qui est proposé là dans cet ouvrage. Et donc le travail et la difficulté quand même, parce que c'est pas simple, c'est d'arriver à certes mettre en image l'histoire comme on le fait traditionnellement, donc simplement montrer, à voir ce qui est raconté dans le texte. Enfin ça c'est le premier pas basique et c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est comment arriver à se glisser entre les lignes, entre les dits et les non-dits. Comment oser montrer ce qui est suggéré ou au contraire ne pas montrer à côté, ou comment se placer aussi dans le temps du roman. Est-ce que je vais coller au temps du roman ou est-ce que je vais pouvoir montrer des choses avant, après? Enfin, je vous dis toute cette liste parce que c'est des choses que j'ai pratiquées. On peut détailler après, mais voilà. Et comment, moi, en tant qu'illustrateur, trouver ma place alors qu'a priori, Steinbeck, quand il a écrit le texte, ne l'a pas fait pour que ce soit illustré. Il ne me connaissait pas, il se fichait éperdument de moi. Donc, il ne m'a pas laissé de place, a priori. Donc, comment trouver ma place et justifier que je la prenne? Donc, c'est quand même une difficulté. Et puis, c'est beaucoup de prétention et beaucoup d'orgueil. Mais là, il faut oser et puis faire les choses. Et je dois dire quand même que ce texte-là en particulier se prête quand même à cet exercice parce que, même si au départ, il s'est connu comme un roman, c'est quasiment une pièce de théâtre, ce livre-là. D'ailleurs, ça a été très vite mis en scène et même, je ne vais pas dire de bêtises, mais Steinbeck a peut-être lui-même participé à, je ne voudrais pas dire de mauvaises infos, mais de son vivant, enfin, même très tôt à l'apparition du livre, je crois que quelques mois après ou quelques années après l'apparition du livre, ça a été mis en scène. Donc je pense qu'il a écrit ça quasiment comme il l'aurait fait d'une pièce de théâtre. Et il y a beaucoup de similitudes entre la mise en scène dans un livre illustré et la mise en scène sur le théâtre. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de raisonner pas mal comme ça. Ça m'aide beaucoup de me dire, voilà, je vais mettre en scène l'histoire comme si ma page vide correspond à la scène vide du théâtre. Je peux inviter des acteurs, créer des décors, leur demander de jouer exactement le texte ou de contredire le texte ou de jouer sans parler. Ça correspond à de l'image sans texte, si vous voulez. Donc tous les codes du théâtre peuvent être utilisés pour la mise en scène dans une mise en scène de livres illustrés. Enfin, c'est comme ça que j'ai travaillé. Après, je pourrais vous détailler chaque page, puisqu'il y a, comme vous disiez, 428 pages différentes, pour ainsi dire. Et c'est 428 moments différents, donc il y aurait presque des codes de lecture différents à chaque page. Oui, on y reviendra, y compris sur la théâtralité de la mise en scène de la BD.
y compris parce que c'est quand même un millefeuille graphique avec énormément de styles graphiques qui sont permises justement dans le livre et qui ne seraient pas forcément dans une mise en scène de théâtre. Mais pour en revenir au texte, comment l'avez-vous découpé ? Je rappelle que le Festival de Niort a actuellement une exposition d'une trentaine de planches, de 30 planches originales qui sont visibles au pilori sur rendez-vous. Évidemment, l'exposition est fermée. Est fermée, mais elle est visible jusqu'au 6 mars. Et quand on voit ces planches originales, il y a les espaces pour le texte, mais le texte n'est pas dans les planches originales. Et par contre, on a le texte, des bouts du texte anglais. Comment avez-vous travaillé et pourquoi faire cette résonance du texte original ? Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors, par quoi je pourrais commencer ? Déjà, encore une fois, des fois, c'est très matériel. Un livre, ce sont des pages, c'est un format. Et il faut faire rentrer dans le nombre de pages et le format choisi une certaine quantité de texte et une certaine quantité d'informations. Bon, c'est pas très poétique ce que je dis, mais c'est aussi ça, c'est une réalité physique, le livre. Donc, on commence déjà par considérer le texte tel qu'il est écrit et construit, dans sa longueur et dans son rythme, qui est décidé par l'auteur à la base, et pour voir comment moi je peux le découper et le répartir dans le nombre de pages que j'ai décidé de travailler. Évidemment, le choix se fait en fonction du texte. Donc on commence par travailler une maquette en blanc, enfin une maquette blanche sans aucune image, et en coupant, j'allais dire arbitrairement, c'est pas arbitraire dans le sens où c'est réfléchi, mais en prenant des décisions sur la coupe du texte, en disant voilà, moi sur une telle page, je veux voir apparaître que tel nombre de lignes, puis là, une seule phrase, puis là, un pavé un peu plus long. Et déjà, c'est quand même un choix particulier parce que ça imprime un rythme à la lecture qui n'est pas celui du rythme de la lecture du roman ordinaire, où on va le lire en avalant les pages sans être interrompu par de l'image, sans être interrompu par le tournage de la page, tout simplement. Donc, il y a quand même... Moi, je commence par faire ça, par faire un livre sans image, certes, mais avec un rythme qui correspond à celui qu'il aura à la lecture quand il y aura les images. Et donc, c'est déjà un choix. C'est déjà une mise en scène de faire ça. Ensuite, il y a le choix du contenu des images. Qu'est-ce que je vais montrer par rapport au texte ? Est-ce que je vais donc coller au texte, m'en éloigner, le contredire, le devancer ou le précéder ? Est-ce que des fois, je prends ma place en tant qu'illustrateur avec des images muettes ? Notamment, là, j'ai fonctionné... Donc il y a 6 chapitres en fait dans ce roman, 6 chapitres assez courts, qui correspondent un peu à 6 actes de la pièce de théâtre, avec 6 lieux bien différents. Moi, je me suis beaucoup accrochée à ce découpage en 6 parties, qui est très, très précis, très fort. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse passer à côté de ça. Donc j'ai mis en scène une introduction à chaque chapitre, une ouverture de chapitre, même en fin de chapitre, j'ai fait ma page. Il y a des interludes, si vous voulez. Il y a même la page de publicité de fin de l'acte. Il y a des entr'actes. Donc j'ai fonctionné dans la mise en page et dans le rythme des images et dans les choix graphiques en fonction de ce chapitrage et de ce rythme d'écriture. Donc voilà, il y a Steinbeck qui m'a donné des éléments et puis il y a moi qui ai imposé des éléments. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au texte en anglais ? C'est pas un choix que j'ai fait tout de suite au départ, mais en faisant mes images, donc j'avais vraiment envie que le texte soit imbriqué dans l'image, que donc la lecture se fasse, certes, donc on lit quelques lignes du roman, puis on considère l'image, les styles changent, elles correspondent aux passages différents, et la maquette elle-même a été travaillée donc avec un graphiste qui a travaillé l'incrustation du texte dans le dessin. Alors, c'est peut-être un peu trop technique, mais par exemple, c'est un petit détail, hein, mais le texte n'est pas techniquement imprimé comme un texte ordinaire dans un roman avec de la typographie vectorisée. Ça parlera pour ceux qui savent un peu de quoi je parle, mais il est pixelisé. Et donc, le texte devient de l'image. C'est du pixel, c'est du point d'image. Et il s'intègre davantage au grain de l'image elle-même. Enfin bon, c'est un détail technique un peu trop pointu peut-être. Et donc, comme j'avais envie de ce mélange texte et image pour créer finalement de l'image, avec la typo comprise, j'ai pensé que je pouvais aussi intégrer des parties d'images de texte en anglais, surtout que là,
le roman, c'est principalement du dialogue. Et il y a des expressions très savoureuses dans la langue originale, des expressions. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'anglais, mais c'est de l'anglais des années 30, avec des expressions très, très pimentées. Et puis Steinbeck écrit vraiment comme ça. C'est du langage extrêmement parlé de ces hommes de ranch peu instruits pour la plupart, voilà, qui ont leur langage à eux. Et c'était quand même dommage de passer à côté de certaines expressions en anglais, qui n'empêche qu'on les retrouve en version française et en version italienne, espagnole pour les versions qui ont été publiées partout en Europe. Voilà, donc si je devais répondre très courtement à votre réponse, j'aurais dû dire simplement que le texte et l'image fonctionnent comme de l'image et non pas comme des choses séparées. Oui, c'est d'autant plus vrai que dans les typographies que vous reprenez les expressions de Steinbeck, vous les remettez en scène, vous reprenez. Vraiment, le texte est intégré dans l'image, comme vous le disiez. Et en fait, on voit dans ce livre, c'est comme si on élargissait en plusieurs dimensions toutes les dimensions possibles d'un roman extrêmement concentré, avec des phrases extrêmement ténues, en même temps très, très précises. Le style de Steinbeck est toujours très, très précis, que ce soit dans les descriptions du décor. À chaque chapitre commence par une évocation du décor. Et ensuite, c'est peut-être par là que commence le livre. Dans sa théâtralité, c'est aussi des personnages. Donc là, on voit les premières scènes qui sont du décor, avec cette nature qui est encore une autre dimension du livre de Steinbeck. Mais comme une pièce de théâtre, ça tourne autour de quelques personnages et chaque chapitre reprend des portraits, et des portraits qui s'élargissent comme si le dessin était là pour nous évoquer les pensées en fait, de ces personnages, leur vie intérieure. Comment, Rebecca, avez-vous imaginé déjà ces personnages? Comment on leur donne une personnalité en fait, par le dessin? Alors, il y a plusieurs choses aussi là. Je reviens juste 2 minutes sur ce que vous dites sur le chapitrage en fait, et la présentation des personnages en chaque début de chapitre. C'est vrai que j'ai pris des parties pour le rythme du livre, avec une image d'ouverture du chapitre pour situer avec des références aux photographies américaines de l'époque. Donc il y a toujours une ouverture de chapitre. Et effectivement, ensuite, il y a ces personnages qui sont présentés 2 par 2. Sur 6 chapitres, il y a 12 personnages principaux à peu près. Et j'ai choisi, ma petite référence un peu rigolote, c'était de fonctionner pour faire des arrêts sur image sur ces portraits, comme le générique des Sergio Leone, là, Le Bon, la Brute et le Truand. Vous voyez, vous avez le bon, hop, la caméra s'arrête, il y a un plan fixe sur la trogne du bon, la Brute et le Truand. Et j'ai fonctionné vraiment comme ça. C'était un petit clin d'œil, rien à voir avec Steinbeck, mais que je trouvais rigolo de montrer des pré-génériques de chaque chapitre. Et hop, la caméra, donc le dessin s'arrête sur des portraits serrés. Et ça me permettait de présenter chacun des protagonistes et des acteurs de la pièce, en fait. Et alors après, comment on trouve la bouille, quoi, la trogne du personnage lui-même, eh bien, j'en sais rien du tout. Et puis, c'est vachement difficile, en fait. Et il faut dessiner, il faut quand même... Bon, il y a des éléments que je peux retrouver dans le texte lui-même, mais Steinbeck me donne très peu d'informations, quand même, sur le physique et même sur les détails des personnages. Dans le cas de Georges Eléni, on a bien compris qu'il s'agissait d'un grand bonhomme et d'un plus petit, mais sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai comme info sur les persos, et sur les autres, j'ai à peu près rien. Enfin, très très peu de choses. Un petit détail, il y en a un qui est un peu petit, donc il a des bottes à talons. Bon, après, c'est moi qui imagine, mais donc on a très peu de choses. La femme est un petit peu plus détaillée, puisque son image est très forte. Mais donc, j'essaye de m'accrocher, moi, à des figures que je peux connaître, ou pas forcément. Je commence par dessiner, puis j'ai essayé moi, mais c'est tellement difficile à faire que je ne sais pas si j'y parviens jamais. Mais de les personnaliser vraiment, de les rendre les plus vivants possible, c'est quand même ça l'idée, les plus humains possible, d'être pas trop dans la caricature et en même temps de pas être dans du réalisme, parce que c'est un style de dessin qui est
m'intéresse pas forcément et qui est pas forcément le plus vivant. Donc voilà, on balance entre essayer de trouver du vivant et incarner des dessins. Et après, ça, c'est la difficulté technique d'arriver à transmettre quelque chose avec quelques lignes, sachant que, comme il y a dans ce livre plein de styles différents, ces personnages-là sont représentés, et il faut que ce soit bien les mêmes, mais avec des styles complètement différents. Des fois, c'est juste un trait de crayon, des fois, c'est des choses en couleur beaucoup plus léchées, des fois, c'est des styles inspirés de graphismes des années 30 qui vont être très cubistes, comme ça. Enfin, donc, c'était ça qui était intéressant aussi, c'était de faire un exercice de style sur des portraits et de personnages dont on doit reconnaître la personnalité à chaque fois, mais dans des styles différents. Donc je me suis en fait vachement compliqué la vie dans ce livre-là. Bah, ça rend d'autant plus les personnages vivants que chacun, c'est comme si chacun avait son style graphique à lui. Peut-être l'énigme, la vraie énigme du roman, c'est évidemment les deux personnages principaux. Donc George Milton et Lenny Small, cette espèce de duo, c'est les seuls qui sont en duo dans un livre où chaque personnage est très seul. En fait, nous sommes dans un ranch où nous sommes dans un monde du travail. Ce sont des ouvriers agricoles qui sont entre hommes dans un monde d'hommes. Avec ces deux personnages qui sont liés l'un à l'autre et qui forment un duo avec cette énigme qui est Lenny, le simple d'esprit, qui est aussi la force brute, et qui va prendre dans ce livre une importance graphique assez impressionnante, puisque tous les passages où on est dans la tête de Lenny, vous avez choisi de les faire en reprenant en fait des images soit d'art brut, soit de vieilles bandes dessinées aussi, de cette espèce d'expression un peu naïve. Comment avez-vous créé cette intériorité? Attends, je rajoute juste une chose. Ouais. Ce qui est assez impressionnant dans le livre de Rebecca, c'est que par le dessin, elle ne va jamais résoudre ce que Steinbeck ne nous dit pas. C'est-à-dire que vous amplifiez ce que dit Steinbeck, mais vous ne résolvez pas l'énigme non plus. Bah, c'est difficile. Alors, c'est plein de choses différentes. Par rapport à ce que vous disiez, par rapport au personnage de Lenny, et puis au fait que c'est vrai que je me suis inspirée de graphismes des années qui correspondent à l'histoire. Alors, par exemple, là, c'est très reconnaissable, très immodestement ou très modestement. J'ai regardé ce que faisait Winsor McCay. D'ailleurs, je décale de quelques dizaines d'années, quelques années quand même, les références graphiques. Mais ça, c'est le personnage de Lenny à la Winsor McCay, si vous voulez. Donc, je me suis nourrie de tout ça pour aussi remettre et jouer avec l'époque, les références de l'époque, le folklore de l'époque, parce que ça, c'est savoureux. C'est un plaisir d'illustrateur et, bon, j'espère, du lecteur aussi. Ensuite, vous évoquiez le côté art brut. Et je vais essayer de retrouver une page quand même. Je ne vais pas montrer... Voilà, on va prendre ça, par exemple. Alors ça, c'est autre chose qui m'intéresse beaucoup personnellement. Notamment, il y a une collection d'œuvres dites d'art brut, d'art outsider, en fait, que j'avais découverte, qui s'appelle le Museum of Everything, et ils font des expos itinérantes comme ça. Alors je me souviens plus du nom du propriétaire de la collecte et tout ça, mais le Museum of Everything, c'est vraiment très intéressant. Il y a énormément d'artistes américains de ces années-là qui sont représentés et qui parlent aussi beaucoup du pays, parce que l'art brut, il est inclassable. Enfin, chaque artiste, chaque individu peut produire des choses tellement personnelles que les styles, les graphismes, les textures proposées partent un peu dans tous les sens. C'est ça qui fait
C'est ça qui est fascinant dans ces œuvres-là. Mais enfin, il y a des choses qu'on retrouve dans les œuvres qui ont été produites aux États-Unis, parce que souvent, dans ces années-là, parce que les gens qui produisent des choses comme ça sont souvent des gens qui sont marginaux, qui sont peu cultivés, ou qui ont des problèmes mentaux, enfin, qui sont donc outsiders, en dehors du système de la promotion de leur art, et qui vont utiliser des éléments de la terre, de ce qu'ils ont sous la main pour produire du dessin. Et ça fait souvent des dessins qui sont très patinés, salis, triturés par leur folie ou par leur pauvreté ou par leur situation. Et donc j'ai essayé, j'espère que je suis un peu assez claire, mais de retrouver un peu ces grains-là, cette simplicité, cette pauvreté et cette richesse en même temps dans la texture du dessin. Blablabla, tout ça pour dire que quand j'ai essayé de travailler sur les représentations de Léni et des pensées un peu confuse de Léni, j'ai essayé de me lâcher et d'oublier mes codes à moi d'artiste bien cadré, bien propre et bien intégré, et de me lâcher un peu davantage et de travailler sur des dessins qui étaient plus confus, avec moins de sens logique apparent. Enfin, et c'était vraiment super intéressant pour moi de retrouver des choses comme ça, et des choses peut-être d'apparence plus naïve. Enfin, voilà. Donc ça, c'était un intérêt personnel pour ce domaine-là qui me semblait pouvoir être intéressant pour développer les pensées de Léni, pour ce qu'il était et pour l'époque qu'il vivait. Et après... pardon, vous avez parlé d'autre chose, mais là j'ai oublié où je voulais atterrir. Vous m'avez demandé autre chose à la fin et je me souviens plus. Mais non, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'en fait, Léni est la personne où le style est le plus caractérisé, et en même temps, comme c'est vraiment une énigme de ce livre, puisque en fait, la question est-il méchant ou en fait, est-il pas méchant ? Alors que c'est quand même un drame, il y a une tragédie, c'est horrible, et la question est aussi le procès de la méchanceté. Mais en caractérisant le livre à travers cette émotion brute, cette énergie, on voit que en fait, vous avez travaillé de la même manière pour les autres personnages. C'est-à-dire que vous allez chercher, même à travers un personnage plus énigmatique comme Georges, qui est un peu la raison, la conscience de Léni, lui aussi, on va, par le dessin, en découvrir des fantasmes, des désirs, à travers notamment des dessins qui se superposent au portrait et qui créent aussi, ou bien qui se perdent dans le décolleté de la femme, de la femme du fils du patron. Des dessins comme ça qui, dans une esthétique presque plutôt expressionniste, qu'on ne vous connaît pas, Rebecca d'Outremer. Bon, il y a tellement de choses que pour retrouver les pages là-dedans, oui, voilà, c'est ça que je cherchais sur les surimpressions et les rêves de Georges. C'est certain qu'après, moi personnellement, indépendamment du choix du livre, j'ai toujours envie d'essayer de me renouveler, de progresser. Et sur un livre aussi important, aussi fort, et puis qui sortait du registre déjà de l'enfance, que j'ai l'habitude de travailler dans les albums, j'avais envie de me renouveler, c'était un défi un peu. Et oui, j'ai expérimenté graphiquement plein de choses qui ne sont pas dans mes habitudes, que les gens ne connaissent pas de mon travail. Et puis j'ai essayé, moi j'ai un travail plutôt à la couleur dans les albums pour les enfants, assez léché, assez précis, assez détaillé, assez maîtrisé, contrôlé. Enfin, je suis vraiment sous contrôle. Je prépare mes planches, je fais des esquisses au crayon, je fais des esquisses colorées pour savoir exactement où je vais, où est-ce que je mets la lumière, où est-ce que je mets les volumes, etc. Et là, j'ai travaillé vraiment différemment parce que l'objet le demandait et parce que j'en avais envie et parce que le thème le demandait. Aussi, ça n'aurait pas eu de sens, je pense, de faire 420 pages ultra léchées sur un groupe d'hommes assis dans la poussière, misérables et vivant une vie dure. Enfin, ça ne matchait pas, comme on dit. Donc, j'ai pris le parti déjà de travailler toutes les planches et toutes les pages par double page, et en m'interdisant de faire aucun croquis préparatoire, ni de recommencer. Alors j'ai triché un peu, il y en a 2 que j'ai refaites, mais j'ai travaillé mes croquis bruts en fait. J'ai posé mes idées et mes dessins sur la page et j'ai fait monter le dessin
sans tricher et sans enlever le repentir et sans cacher la recherche et les défauts et les manques des fois, et en essayant d'être assez direct. Et je trouve que ça servait aussi les personnages. Et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai travaillé, mais c'est encore autre chose. Il y a plein de couches en fait de travail, et je me suis amusée avec cette technique-là un peu brute de crayons, de dessins qui vont se croiser, de recherche de formes qui vont se superposer, faire des espèces de silhouettes fantômes comme ça. Ben, ça pouvait me servir pour exprimer. Ça pouvait me servir pour exprimer les pensées cachées de certains, des pensées obscures, des choses qu'on ne comprend pas. Et comme vous disiez, que Steinbeck ne dévoile pas. Steinbeck, il est super factuel quand il parle de cette histoire et des personnages. Il raconte ce qu'ils font, il donne à entendre ce qu'ils disent, mais il n'analyse absolument pas leurs émotions, quasiment jamais. Il n'a aucun jugement moral sur les idées qui sont émises et les infos qui sont transmises entre les personnages. Donc c'était parce que pour l'illustrateur, c'est très tentant de faire un jugement moral, et en montrant en image, on prend un parti. On va peut-être plus s'engager dans le jugement des personnages. Si on donne un sourire à un personnage ou on lui fait faire la gueule, forcément déjà on juge de ce qu'il est, de ce qu'il veut lui partager dans son histoire, et c'est vachement plus difficile d'être en retrait dans l'image. Et puis dès qu'on est dans le symbole, on va parler, si on veut parler de désolation par exemple, Steinbeck, là où il va dire simplement décrire quelques lieux, un dortoir extrêmement démuni, un sac de voyage où il n'y a rien dedans, il va parler de désolation avec beaucoup de pudeur. Moi, si je montre un homme avec un pantalon troué et déchiré, misérable, assis, avachi sur un bord de route, je vais être beaucoup plus dans le pathos, et ça va être vachement dur d'être plus factuel, laisser les gens juger, en voir ce qui... Donc ça, c'est une difficulté, et je voulais pas tomber dans cette démonstration trop forte, et en même temps il fallait bien que je montre, enfin bref, c'est un peu complexe tout ça. Donc je sais pas très bien, au final, tant mieux si vous trouvez que je n'ai pas été trop dans la démonstration, et que j'ai réussi à être dans la pudeur qu'avait Steinbeck aussi dans ses descriptions, parce que c'est ce que j'aurais voulu effectivement que ce soit. Oui, parce qu'en fait, il y a tout un travail dans ce livre. En fait, il y a vraiment des strates très différentes. Il y a à la fois cette recherche d'authenticité historique qui va aller jusqu'à des citations. Par exemple, je pense au moment où ils arrivent dans le ranch, et là, on va mettre une espèce d'extrait de la fiche de travail, enfin du cahier de travail. Donc là, on est presque dans une espèce de reconstitution de documents historiques. De la même manière qu'avec les fausses publicités pour de la sauce tomate, etc., nous, on a la dimension de la société américaine qui reflète aussi cette espèce de contexte de Steinbeck qui n'est jamais donné pourtant dans le livre, mais qui est là, c'est-à-dire celui de la Grande Dépression, celui du monde de la consommation, et en même temps un monde du travail extrêmement dur où les gens travaillent pour rien, enfin pour $1 qui vont aller dépenser le week-end au bordel, etc. Et en même temps, beaucoup de dialogues, des dialogues que vous mettez en scène dans des planches presque de bande dessinée, c'est-à-dire c'est des planches sans cases, mais où on voit bien les gens s'animer, et parfois c'est qu'un visage, ou parfois c'est qu'une main, c'est des espèces de métonymie comme ça, qui réduisent en fait les hommes à des expressions ou à ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur force de travail, c'est-à-dire leurs bras. Et à la fois, vous avez récupéré des choses dans le texte de Steinbeck qui sont du hors-champ, c'est-à-dire des passages qui sont évoqués comme une bagarre, qui sont racontés. Et là, vous avez attrapé les choses pour les interpréter, en fait, graphiquement. Alors c'est pareil, là il y a plusieurs choses, vous évoquez plein de choses, mais tout est très juste. C'est ça, il y a ces planches-là, si je reviens sur ce que vous dites, il y a ces planches-là qui fonctionnent vraiment comme de la bande dessinée, donc séquencées, où j'ai plutôt fait un travail
si je reviens à mes références, ma comparaison avec la mise en scène au théâtre, un travail d'acting. Je joue avec mes acteurs et j'essaye d'observer leurs petits gestes qui vont parler et qui vont servir leur dialogue. Alors c'est des tout petits gestes parce que c'est des dialogues très pudiques, très simples. Ils discutent d'un salaire d'embauche, d'une date d'arrivée, d'un petit souvenir d'enfance, de savoir s'ils sont capables de porter des sacs d'avoine ou des sacs de foin. Enfin, et comment leur corps va raconter tout ça. Et il y a beaucoup de pudeur. C'est des hommes qui dévoilent pas du tout leurs émotions. Et il y en a un, le personnage de Slim, qui est un peu plus qui est peut-être un peu plus psychologue que les autres, donc on sent qu'il comprend un peu mieux ce qui se passe, mais en même temps, ils vont pas dévoiler trop leurs amitiés, leurs peurs, leurs angoisses. Donc, comment moi je peux traduire ça par l'acting, voilà, de mes personnages, sans non plus faire de la commedia dell'arte, quoi. Donc là, on est vraiment dans beaucoup de retenue. Et puis après, j'ai ma difficulté de dessin, parce que c'est bien d'avoir l'idée et l'envie, puis après, il faut être capable de le faire. Mais ça, c'est un autre problème. Et ce que vous évoquez aussi sur cette autre façon de mettre en scène l'histoire, c'est ce que j'adore faire, c'est de me glisser entre les lignes ou même entre les chapitres et de mettre en image ce que Steinbeck, pour le coup, ne développe pas du tout. Et donc, c'est ça, hein, beaucoup de souvenirs des hommes ou de moments qui sont simplement mentionnés, comme par exemple la visite des hommes au bordel du coin. Il est dit qu'ils sont allés en ville, très probablement pour aller voir les filles. Et pendant ce temps-là, se passe autre chose. Et moi, je me dis, plutôt que d'illustrer le autre chose, je vais raconter ce qui s'est passé pendant ce temps-là au bordel. Et là, ce qui est bien pour moi, c'est que, comme Steinbeck n'en parle pas, je ne suis pas très gênée, quoi. Je ne suis pas gênée par le texte, je peux imaginer ce que je veux. Et je peux avoir de l'image aussi sans texte, puisqu'on n'a pas enlevé de texte à Steinbeck, mais on n'a pas non plus rajouté aucune ligne. Et je peux avoir comme des espèces de moments silencieux, dans la mesure où il n'y a rien à lire d'autre que l'image, des moments silencieux où on voit évoluer les hommes en dehors du roman. Et on les voit en dehors du roman, en dehors de l'histoire et en dehors du temps du roman aussi. Donc il y a des souvenirs. Il y a en fait, la caméra, si on peut dire que je place ma caméra pour montrer en faisant mes images, ma caméra des fois se déplace dans l'espace, elle se tourne de l'espace de l'histoire, elle change de point de vue. Et le texte intervient comme une voix off plus, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et des fois, ma caméra se transporte dans le temps et elle va montrer ce qui s'est passé avant, après. Enfin, il y a un décalage avec le texte qui peut être intéressant et puis moi qui me permet de trouver ma place. Et ces petits moments d'entre les lignes, enfin ces petits moments qui ne sont pas développés par Steinbeck et que moi j'ai développés, donc les souvenirs, la visite au bordel, qu'est-ce qui s'est passé quand les hommes se sont mis en route à la recherche de Lenny, par exemple, tout ça, c'est pas développé. C'est des petits moments que j'ai mis en début de chapitre, comme des génériques qui ne sont pas forcément compréhensibles tant qu'on n'a pas lu la suite, mais qui sont des petits moments mystérieux sans texte, où on voit vivre les hommes, et après, on avance dans le texte, on dit « Ah, c'était ça qu'on comprenait ». Ça fonctionne aussi un peu comme un film, comme au cinéma. Des systèmes de flashback ou de scènes qu'on présente avec les explications qui vont venir plus tard. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement, il me semble, vous êtes plus spécialiste que moi, mais dans la bande dessinée ou le livre illustré, il me semble qu'on peut s'inspirer beaucoup plus des codes du cinéma, où on ose des fois montrer des choses que le spectateur ne va pas comprendre tout de suite. On ose intriguer en fait le spectateur et du coup l'accrocher. Et ça arrive très souvent au cinéma. Enfin, alors moi, je suis peut-être particulièrement un peu dure à la comprenette, mais je vois souvent des films dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Que fait ce type? Je n'ai rien compris. » Et c'est ça qui va me donner l'envie de voir la suite et que les explications viendront dans un second temps. Je trouve que des fois, dans le livre illustré, on a peur de ça. On a peur de détourner la caméra, quoi. Pardon, je vous réponds beaucoup trop longuement. C'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que même si là, on parlait du cinéma. Le cinéma nous oblige à une temporalité qui fait que de toute façon, on doit aller de l'avant. Là, ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'on peut retourner en arrière, et c'est un livre qui fonctionne en réminiscence. On le refeuillette, on le relit, et on revoit des choses. Et moi, par exemple, il y a un personnage qui me hante dans ce livre, c'est le personnage de la femme qui n'a pas de nom d'ailleurs, c'est la femme du fils du patron. Et cette femme, on a l'impression qu'elle
elle est juste, elle est, comme vous le disiez, un peu plus décrite par Steinbeck, parce qu'en fait, c'est un piège, cette femme. C'est la femme piège. Elle aimante tout le monde. Tous les hommes qui sont extrêmement seuls la rejettent, l'insultent, la considèrent comme une traînée. Et en même temps, elle est cette espèce d'aimant à désir de tous ces hommes. Et en fait, pour moi, elle éclabousse l'intégralité du livre de cette couleur rouge qui fait en fait la tonalité du livre. Comment avez-vous imaginé cette robe et les débordements de cette robe? Parce qu'en même temps, comme on peut le voir, c'est aussi à l'intérieur des pages de garde, c'est encore ce tissu rouge qui fait l'écrin du livre, en fait. Mais alors, vraiment, enfin, ce que vous dites est super juste, mais j'ai raisonné certaines choses et d'autres moins. Je fais les choses de façon plus instinctive, mais c'est vraiment ça. Le rouge de la robe, c'est un peu la Roxane de la chanson. Elle est entrée un peu putain, elle est là avec son rêve de gloire. Elle aurait voulu être une star d'Hollywood, et puis elle se retrouve coincée dans un ranch avec des bouseux, quoi. Mais j'ai pas tellement grand-chose à rajouter. Tout ce que vous avez dit est très juste. Donc c'est vrai qu'après, je me suis donné ce code de poids blanc pour l'identifier. Et je joue avec, soit il est... Alors il faudrait que je retrouve les pages, mais soit c'est ostensiblement sa robe, soit il y a une page, par exemple, où Georges Eléni... Alors Georges fait la... Oh là, mon Dieu, il faudrait que je retrouve la page vite fait, mais Georges fait un peu la guerre à Lénie parce qu'il voit bien qu'il mate la nana, quoi. Et ils lui disent, attends, arrête, ça va t'attirer encore des ennuis. Et si j'arrive à retomber sur cette fichue page, voilà, c'est ça. Le motif de la femme avec ses poids blancs devient ces vagues dans lesquelles Georges et Lénie vont tomber et être aspirés. Et donc ça me permet de jouer avec ces codes. Mais enfin, je vais répéter ce que vous avez dit parce que vraiment, c'était très juste. Alors, les interprétations, après, et la sensibilité au texte sont différents selon les lecteurs. Moi, je trouve qu'il y a une vraie énorme sensualité et une grosse charge érotique dans ce livre, quand même. Enfin, pas quand même, vraiment. Et puis sur le personnage de Lénie, est-ce que son geste et son attirance, on peut le voir comme un être simple qui ne sait pas ce qu'il fait. Certes, c'est comme ça qu'il est présenté. Moi, je pense que ça va un peu plus loin que ça et que, surtout aujourd'hui, on verrait ça un peu différemment. Je pense qu'il y a une vraie tension érotique entre Lénie et la femme aussi, et son geste meurtrier est aussi un geste meurtrier sexuel, je pense. Mais tout ça n'est de toute façon absolument pas analysé dans le texte. Alors je me suis bien gardée de le faire en image. Oui, et d'autant que chez Steinbeck, c'est une répétition générale. Je parlais au début, en introduction, d'une chronique de mort annoncée, c'est-à-dire qu'on est dans un livre aussi de mécanique. Et ça, je voulais vous demander par rapport à votre univers, Rebecca, parce qu'en fait, ce qui se prépare le geste de Lénie final se prépare avec les animaux qui caressent. D'abord, c'est la souris, ensuite, c'est le chien. Et ça, c'est le titre des souris et des hommes, cette espèce de métaphore qu'a Steinbeck et qui est aussi votre univers aussi animalier. Comment vous avez... parce que, pour le coup, quand il s'agit de dessiner les souris ou de dessiner les chiens, là, on vous retrouve dans votre expression extrêmement léchée. Par exemple, ici, ce n'est pas... là, ce n'est pas ce que je voulais dire, on regardera après. Mais là aussi, vous avez une résonance, puisque ce jouet cassé, qui est la souris, sera la poupée cassée à la fin. Donc, comme Steinbeck, vous rejouez en fait des mécaniques. Bon, alors, pour ce qui est oui, des références qui se répètent, etc. De toute façon, dans le texte de Steinbeck, ce n'est que de la répétition.
quasiment les discussions et les dialogues ont lieu 2 fois à chaque fois. Et tout ce qui se passe 2 fois. En plus des résonances entre 1, je tue la souris, 1, 2, je tue le chien, et puis 3, je finis par tuer la femme. Donc ça me permet moi d'illustrer donc le même fait de façon différente, avec des points de vue différents et des registres différents. Alors après, vous parliez aussi des animaux, et c'est vrai que quand je suis dans l'enfance, et notamment pour le personnage de Jacobus Gainsborough, qui est un petit lapin, tout ce qu'il y a de plus mignon, c'était amusant pour moi de me retrouver des fois à mettre cette douceur et cette tendresse dans un livre aussi noir, et très volontairement. C'est pas que j'ai traîné mon style d'enfance dans ce livre-là à tout prix, c'est que je trouvais que c'est intéressant d'avoir cette douceur confrontée à cette noirceur. Et j'aimerais bien retrouver une page où on voit une souris. Bon, enfin bref, il faut lire le livre de toute façon. Donc voilà, ce mélange de genres et ces petites souris super mignonnes, je trouve que c'était bien qu'elles soient aussi, notamment dans les publicités, qu'elles soient présentes dans le livre, parce que évidemment ça joue le contraste avec le fait qu'elles se fassent écrabouiller et qu'elles soient mortes aussi, parce qu'elles sont mignonnes, elles sont toutes douces, mais elles sont mortes. Donc évidemment ça me change de ce que je fais dans d'autres livres pour enfants. Je précise quand même que même le petit lapin Jacobus Gainsborough, dans son histoire, c'est un personnage qui est récurrent, je travaille sur plusieurs albums avec lui, la mort est très présente dans son histoire, et notamment dès son premier album, il meurt. Et je l'ai dessiné mort, ce petit lapin. Donc moi j'aime bien que la douceur et la noirceur se mêlent, c'est toujours présent, même dans les livres pour l'enfance que je fais. Bien sûr, vous avez aussi adapté des contes, mais on peut dire quand même que ce livre a une charge. C'était peut-être pour vous le défi, c'était par rapport à l'histoire de Géronimus. Ici, on est dans un livre de violence, en fait, et c'est peut-être un univers nouveau. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après un livre comme ça, et comment il vous a fait évoluer dans votre travail ? Alors, de toute façon, ça fait longtemps que je lorgne du côté du roman graphique, et peut-être pas de la bande dessinée classique, mais ça fait longtemps que je me dis il faut que je m'y mette, ça me fait envie. Enfin, voilà. J'ai fait une première expérience d'illustration de texte pour adultes avec Tichina aussi, avec ce livre d'Alessandro Baricco, de Soi, mais qui est sorti en 2013 ou 2014, je ne sais plus, 2013 je crois, ou 2011 peut-être même. Et puis, donc, depuis quelques années, je commence à ruminer des projets en tant qu'auteur et illustrateur de livres destinés plus franchement aux adultes et qui auraient pu avoir cette forme. Et puis l'idée de recommencer avec Tichina sur l'illustration d'un texte préexistant, enfin d'un grand classique, est venue avant que j'ai pu développer mon propre projet. Mais la prochaine étape pour moi, pour ce qui concerne ce type de livre, ce sera effectivement c'est ce que je suis en train de faire plus ou moins. Enfin, là, c'est encore un peu flou, mais de travailler sur un projet en tant qu'auteur du scénario, du texte et donc des images, d'un livre, pas similaire, mais avec un public équivalent, si vous voulez. Mais ça serait plus pour dans 3 ans, je pense. Parce que je vais me donner 2 ans pour le faire au moins. Parce que c'est beaucoup de travail. Puis je veux vraiment me consacrer beaucoup de temps à l'écriture et au scénario. Et l'image est moins un problème, si vous voulez, pour moi. Je suis plus dans ma pratique habituelle. Donc, je vais me donner 1 an, ne serait que pour écrire le scénario. Et après, 1 an pour cavaler derrière avec l'image. Mais là, actuellement, c'est probablement ce qui va se passer dans les prochaines années, balancer entre des projets plus adultes en roman graphique et revenir à mon personnage de c'est Jacobus, c'est pas Géronimus. Mais j'ai cru, non, mais ça m'a pas choqué plus que ça, ce que vous avez dit. Ça passait très bien. Mais c'est Jacobus. Et mon personnage de Jacobus, c'est ce petit lapin. C'est un personnage que je voudrais développer. Donc j'ai déjà fait 2 albums avec son monde, ce personnage-là. Et je suis en train de travailler sur un 3e album avec lui. Et mon idée n'est pas de faire une série de livres qui reviennent toujours sous le même format, le même principe de narration, mais de changer à chaque fois justement de forme et de registre d'écriture. Et là, je travaille sur une très très grande fresque
qui va contenir plus de 100 personnages dont je vais raconter un petit moment de vie. Et ça raconte juste une petite seconde. Le titre, c'est une toute petite seconde. Et c'est des destins qui se croisent dans une toute petite seconde dans le monde de Jacominus. Mais je peux vous dire c'est des destins qui peuvent être aussi très noirs. Et on est dans un monde visuellement d'animaux, donc d'apparence très douce, mais pas seulement. Il y a aussi des choses inquiétantes, il y a aussi des choses belles et plus confortables. Mais dans ce prochain projet, comme dans les autres avec Jacominus, il est fait allusion à plein de choses plus adultes ou plus graves. Enfin, ça parle de la vie en général. Donc, ça n'est pas que du gentil petit lapin. Pas du tout, du tout. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je vais alterner entre un projet pour Jacominus, je pense, et puis ensuite un travail plus en roman graphique, jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Je pense que vous en aurez toujours. Et je remercie vraiment beaucoup Rebecca. Je tiens juste à souligner que si je peux vous faire un compliment, c'est quand même d'avoir porté justement l'illustration à un tel niveau. Parce que quand vous avez commencé, Rebecca, c'était quand même assez méprisé. Et je pense que grâce à votre travail sur les livres, à votre amour du livre et votre manière de nourrir en fait le dessin et de ramener autant de résonance en fait et de questionnement, de nourrir autant le dessin, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. C'est une expérience très grande pour le lecteur. J'ai encore relu ce livre hier soir pour vous rencontrer, et j'y ai encore découvert des nouvelles choses. Il y a peu de livres ont cette capacité de faire renaître des choses au lecteur. Donc je vous remercie beaucoup. Je souligne juste que donc l'exposition est visible jusqu'au 6 mars à Niort. Merci Regard Noir, et vous pouvez donc, si vous voulez la visiter, prendre contact avec l'équipe du festival. Merci beaucoup. Merci.